Bonjour, bienvenue dans la série sur le temps. Donc nous avons nos deux observateurs A et B et des horloges situées un peu partout et nous devons trouver une procédure pour synchroniser toutes ces horloges. Alors nous allons présenter ici une procédure de synchronisation très classique en relativité qui est la procédure de synchronisation d'Einstein. Il existe d'autres méthodes, diverses variantes, mais qui in fine s'avèrent équivalentes. Alors A, le premier observateur, va disposer d'un ensemble d'horloges un peu partout, là où il en a besoin pour effectuer des mesures éventuelles sur des événements. Et il va veiller à ce que ces horloges soient immobiles par rapport à lui. C'est-à-dire qu'elles ont des coordonnées données par les directions X et Y. En un point donné, on aurait une horloge à une certaine coordonnée XY. Et ces coordonnées sont constantes. Elles ne varient pas au cours du temps, puisque l'horloge est immobile par rapport à A, ce qu'il peut vérifier en mesurant simplement la distance à différents instants entre lui et l'horloge, ou en envoyant des signaux qui font des allers-retours et en vérifiant que le temps d'aller-retour est constant, ce qu'il peut faire avec son horloge. Il va alors synchroniser l'horloge HA, la sienne, avec cette horloge située quelque part, par un échange de signaux, par exemple, de signaux radio, qui sont des ondes électromagnétiques qui se propagent à la vitesse connue C. C'est l'avantage de cette méthode, c'est d'utiliser un des deux postulats, donc la vitesse invariante et le principe de relativité. Ici, on utilise la vitesse invariante afin d'effectuer cette synchronisation. La vitesse C étant très bien connue. Donc, le HA envoie un signal qui peut contenir comme information l'heure indiquée par l'horloge HA. Évidemment, le signal met un certain temps pour arriver au niveau de l'autre horloge, mais ça, ce n'est pas grave. Si l'horloge, disons H, située à la distance D qui a été mesurée au préalable, avec des simples étalons de longueur, l'horloge étant immobile, ce n'est pas une grande difficulté. L'heure que va indiquer l'horloge au moment où elle reçoit le signal sera l'heure de HA qu'il reçoit par le signal, plus le temps qu'a mis le signal pour arriver jusqu'à cette horloge. Et ça, c'est connu, c'est D divisé par C, c'est la distance divisée par la vitesse du signal, tout simplement, D divisé par C. Et donc, on peut ainsi synchroniser toutes les horloges immobiles par rapport à A. Et on a ainsi un ensemble d'horloges synchronisées, indiquant toutes le temps T, la coordonnée du temps T de l'observateur A dans son repère, dans son référentiel K. Ensuite, B peut faire de même. B peut également disposer de tas d'horloges, immobiles par rapport à lui, et les synchroniser par cette méthode. Donc, là aussi, il peut faire la même chose. Notons qu'à un endroit donné, à un moment donné, une horloge de A, une des horloges immobiles par rapport à A, peut être au même endroit qu'une horloge immobile par rapport à B. C'est tout à fait possible. En particulier, s'ils veulent tous les deux mesurer un événement donné qui se produirait à cet endroit-là. Mais ça ne veut pas dire que c'est la même horloge. La première est immobile par rapport à A, la deuxième est immobile par rapport à B, et A et B sont en mouvement l'un par rapport à l'autre. Et donc, ces deux horloges sont peut-être au même endroit à un moment donné, mais elles se croisent. Elles n'ont pas les mêmes vitesses. Et bien sûr, au final, les horloges HA et HB, ou plutôt au préalable, les horloges HA et HB ont été synchronisées, comme nous l'avons vu, pour que lorsqu'elles se croisent, lorsque O égale O', on ait T égale T' égale 0. Et ainsi, on a un ensemble d'horloges, des horloges pour le repère K qui indique le temps T, des horloges qui indiquent le temps T' pour le
repère K' de B, et en tout point désiré. Et toutes ces horloges sont synchronisées. De plus, ça respecte bien le principe de relativité, parce qu'on ne fait jouer aucun rôle spécial à un des deux observateurs. Chacun procède de la même manière, et chacun synchronise son horloge principale avec celle de l'autre. Donc tout est bien symétrique. Alors ici, je vais donner une petite information technique pour ceux que ça intéresserait. Comme j'ai dit, je préviens. Et vous n'êtes pas obligé d'écouter si vous êtes réfractaire aux mathématiques ou si ça ne vous intéresse pas. Vous pouvez écouter d'une oreille distraite ou juste écouter par curiosité. Ou même fermer les yeux, boucher les oreilles. Là, vous ne saurez pas quand ça se termine. Ou alors, simplement, aller en avance rapide, si vous le voulez. Je ferai un grand signe pour dire c'est terminé. Donc, avec ces conventions, on peut construire des transformations qui permettent pour tout événement donné, un événement qui se produirait quelque part à un endroit donné, un événement E, qui a des coordonnées, dans le premier référentiel K, des coordonnées X, Y, T, et par rapport au deuxième référentiel, le même événement a les coordonnées X', Y', T'. Et on doit pouvoir relier les coordonnées de l'une à l'autre. Ce que nous avons donné, les deux postulats, la méthode de synchronisation, sont suffisantes. On peut déduire de telles transformations. Ce sont les transformations de Lorentz, que Lorentz avait déduit de l'électromagnétisme et que Einstein a retrouvé en partant justement de ces deux postulats. Et on les écrit X' égale gamma, donc c'est le fameux facteur gamma de la relativité, X moins Vt, T' égale gamma fois T moins Vx sur C au carré. Et enfin, le facteur Y' reste inchangé. Les directions transversales ne sont pas modifiées. Et enfin, le facteur gamma, c'est 1 sur racine carrée de 1 moins V carré sur C carré. Ce sont les transformations de Lorentz, au moins pour la disposition particulière des référentiels que nous avons vus, on peut généraliser. Voilà, partie technique terminée. Il n'y en aura pas beaucoup et elles seront toujours très courtes. Alors, sans entrer dans ces détails techniques justement, on voit apparaître, il y a deux choses importantes à signaler. D'abord, on voit apparaître souvent dans les relations, dans les formules, dans ce qui décrit la relativité, un facteur important qu'on appelle le facteur gamma. Ce facteur gamma varie comme ceci. Si on a la vitesse V, une vitesse V donnée, ici c'est la vitesse V entre A et B, B qui se déplace par rapport à A, et le facteur gamma, si on traduit, on fait un graphique, on obtient quelque chose comme ça. Ici, c'est la vitesse C, la vitesse invariante, et ici, la valeur 1. Alors, gamma augmente doucement, et puis augmente brusquement quand on approche de C. Quand la vitesse est petite, gamma est environ égal à 1. Un tel facteur fois 1, qui ne change rien, on devine que ça doit avoir un rapport avec le fait qu'à faible vitesse, on retrouve la physique classique. Gamma croît peu au début, et puis, il croît peu au début, par exemple, même pour une vitesse de 100 000 km par seconde, ce qui est déjà rapide, c'est 1 milliard de mètres par seconde, c'est-à-dire environ 300 millions de kilomètres heure. C'est énorme.
aucun vaisseau humain n'atteint une telle vitesse. On obtient des vitesses plus grandes avec des particules, mais pas avec des objets macroscopiques. Même pour une telle vitesse, le facteur gamma est seulement égal à 1,06. Donc, il reste encore assez proche de 1. Ce n'est que lorsqu'on approche de C que le facteur diverge. Il augmente très rapidement et il file très rapidement vers l'infini. En fait, à C, le facteur gamma devient infini. Voilà pour le facteur gamma. Retenez bien son comportement. Il intervient dans beaucoup de relations. Alors, en général, la deuxième chose, c'est qu'en général, pour un événement E donné, rappelons-nous notre arbre situé à 10 km ou à 5 km de la voiture, avec une pomme qui tombe. Ça, c'est un événement. La pomme tombe à un moment donné, à un endroit donné, là où est l'arbre. En général, la coordonnée du temps que l'on mesurerait avec les horloges de A et les horloges de B à cet endroit-là, là où il y a l'arbre, la valeur au moment où l'événement se produit, T pour l'un, T' pour l'autre, en général, T est différent de T'. Donc, malgré que nous ayons synchronisé toutes les horloges de A avec HA, les horloges de B avec HB, et HA et HB montrés entre eux, il s'avère qu'à un endroit donné, un instant donné, le temps indiqué par les horloges de A et de B n'est pas le même. Donc il ne faut pas en déduire que deux horloges quelconques seront synchronisées quand elles vont se croiser. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est le côté particulier de la relativité. Le temps y est très différent de la physique classique. Alors, faisons le point justement sur le temps en relativité. On définit deux types de temps. Étant donné ce caractère un peu particulier du comportement du temps, c'est un peu logique de devoir définir plusieurs choses. D'abord, un observateur, A ou B, moi, vous, ou un objet, transporte une horloge avec lui. Alors, cette horloge peut être réelle, ça peut être le bracelet-montre, ça peut être les battements du cœur, ça peut être tout phénomène, ou purement virtuel, dans la description théorique. Et ce temps indiqué par cette horloge, le temps qui correspond, est appelé son temps propre, le temps propre de l'observateur ou de l'objet, ce qui est logique. Les temps T et T', par contre, sont appelés des temps coordonnés, parce que c'est une coordonnée qui est utilisée, une valeur, une variable, qui est utilisée pour avoir le temps dans tout un référentiel pour toutes sortes de choses. On a un événement comme la pomme qui tombe en X, en Y, à l'instant T, qui sont les coordonnées de l'événement. Ici, il se fait que T, par construction, c'est le temps indiqué par HA, c'est donc le temps propre de A. Cette coordonnée a la même valeur que le temps propre de A. De même, T' a la même valeur que le temps propre de B. Par définition, le temps propre est un invariant, comme la vitesse de la lumière. Et ce, par construction. Puisque, par exemple, le temps propre de A, c'est le temps indiqué par HA. Même pour B. Pour B, le temps propre de A, c'est celui indiqué par HA. Pour moi, le temps propre de A, c'est celui indiqué par HA. Pour n'importe qui, c'est le temps indiqué par HA. C'est donc le même pour tous. Le temps propre de A est identique pour tous. C'est une grandeur invariante. De même, le temps propre de B est un invariant, etc. C'est l'avantage aussi de cette méthode. En physique, on aime bien les valeurs constantes et invariantes parce que elles simplifient souvent le travail. Et elles sont caractéristiques des phénomènes, puisqu'elles ne dépendent pas de l'observateur qui considère cette grandeur. Alors on a vu que le temps, on vient de le dire, le temps coordonné, lui, il n'est pas invariant. Pour l'événement, la pomme qui tombe de l'arbre, l'instant auquel il se produit, T dans un référentiel, T' dans l'autre,
les coordonnées t sont différentes de t'. Ce ne sont pas les mêmes coordonnées. Donc le temps coordonné est relatif. Il dépend du référentiel dans lequel il est mesuré, il dépend de l'observateur. Donc le temps est relatif à l'observateur qui considère l'événement. C'est très différent de la physique classique, où le temps était absolu, le même partout et pour tous. Ici, ce n'est pas le cas. En relativité, il n'y a pas cette horloge de Newton, fictive, d'horloge universelle qui battrait la mesure de toute chose. Ici, ça dépend de qui l'observe. Évidemment, le temps propre, lui, est invariant, mais le temps propre, il est attaché à un objet donné. Il ne permet pas de décrire tous les événements qui se produisent. Pour ça, il faut utiliser le temps coordonné. Et le temps coordonné est relatif. Et d'ailleurs, A et B s'éloignent dans le graphique, mais supposons qu'à un moment donné, pour une raison quelconque, ils se retrouvent. La vitesse étant constante, c'est un peu embêtant. Il faudra forcément que B fasse demi-tour quelque part. Mais si à un moment donné, il fait demi-tour et que A et B se retrouvent, il se fait que le temps indiqué par leurs horloges lors de leur retrouvailles peut être différent. Parce que c'est un événement, ici situé dans le futur, situé à l'endroit où A et B vont se situer. Et c'est comme pour n'importe quel autre événement, le temps est relatif. Et on reparlera de cette situation éminemment célèbre et discutée par les passionnés. Voilà, donc ça nous donne déjà une idée du temps en relativité qui ne se comporte pas de manière aussi simple que la physique classique à cause de cette relativité du temps. Pour y voir un peu plus clair, dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la dilatation du temps. Je vous remercie.